Tout ce qu'on raconte, en particulier moi-même, elle, je ne sais pas trop, ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt. Autant on sait ce qu'on fait, ce que les films que nous faisons valent, autant tout ce que je raconte, si je pouvais, je pressais sur un bouton, là, maintenant, je le ferais. Tous les entretiens, même les plus intéressants ou les moins ennuyeux ou les moins filandreux, même avec des amis des cahiers du cinéma, et tous les entretiens qu'on a fait en allemand ou en italien, je les ferais disparaître immédiatement. La notion d'honneur là-dessus disparaît aussi. Je ne connais presque plus de gens qui sont malades parce qu'ils ont vu un mauvais film. Heureusement pour eux, parce qu'ils sont malades. Bon, heureusement, parce qu'ils passeraient leur temps à être malades. Les hôpitaux seraient... Heureusement que les gens se défendent, parce que s'ils tombaient malades chaque fois qu'ils ont vu un mauvais film, la sécurité sociale serait depuis longtemps ruinée. Elle l'est déjà, mais enfin... Non, je veux dire, je suis d'accord avec vous, mais je pense même que il faut avoir le courage d'employer le mot honneur, comme vous le faites, dans ce sens-là, mais là où je ne suis pas d'accord, c'est quand vous dites faire honneur au cinéma. Je pense que c'est beaucoup plus grave que ça, c'est faire honneur d'abord à soi-même, bêtement. Et en tout cas pas au cinéma, non, je dirais, bon, et puis je dirais c'est même plus simple que ça, c'est des gens qui n'ont pas d'ambition. Enfin, bon Dieu, Corneille avait de l'ambition. Corneille avait de l'ambition, et quand Corneille et Racine, ou quand Fritz Lang et Hitchcock, on disait à Hitchcock, est-ce que vous avez vu tel film de Fritz Lang? Il disait oui, mais est-ce que vous avez vu le film que j'ai fait 2 ans auparavant? Ou inversement, Fritz Lang disait oui, mais est-ce que vous avez vu le film que j'ai fait 2 ans avant Hitchcock? Ça, c'était... Ou quand Howard Hawks et John Ford, qui étaient de grands amis, essayaient chaque fois, tout en connaissant le film de leur ami précédent qu'ils admiraient, de faire autre chose et d'aller un peu plus loin dans une autre direction, ça c'était de l'ambition. Ça c'était de l'ambition, mais c'était pas de l'ambition... Carriériste. Oui, voilà. Je pense que les gens n'ont plus d'ambition, ils n'ont plus que l'envie de ne pas perdre leur job, c'est tout. Et comme depuis Dreyer et depuis avant même les derniers films de Griffith et dès le 3e film de Stroheim, c'est le fric qui mène le cinéma, bon le monde, mais enfin le cinéma en particulier, puisqu'on est là pour parler de ça, eh bien on s'aperçoit très bien que si un film comme Le Maître du Logis c'est autre chose, tout simplement, bêtement autre chose, c'est que là-dedans, c'est fait par quelqu'un qui n'avait absolument pas, qui ne savait pas ce que c'était que la pression de l'argent. Je veux dire, il avait besoin de l'argent pour faire un film, mais il ne fabriquait pas un veau d'or. Or, je regrette même des films estimables comme, ou qu'on a dit estimables comme Sous le ciel de Berlin, c'est un veau d'or et rien d'autre. C'est un veau d'or. Ça, c'est pareil au niveau des sentiments. Si on sacrifie, comme on sacrifie au veau d'or, à des sentiments frelatés ou qui sont des sentiments inventés par l'argent, pour ne pas parler du profit ou de je ne sais pas quoi, ou des sentiments qui n'existent pas, et qui n'ont rien à faire avec les sentiments, comme il y a des sentiments réels, comme il y a des besoins réels et des besoins fabriqués, eh bien, on relève à ce moment-là de ce que moi j'appellerais, alors qu'on va de nouveau m'accuser de faire le terroriste ou le garde rouge ou je ne sais pas quoi, je prétends que ça devrait un jour relever d'un tribunal de Nuremberg. Les intellectuels ont une responsabilité à la société, et si leur responsabilité, ils en abusent, eh bien, ou ils en mésusent, eh bien, ça devrait relever d'un tribunal. Hélas, il n'y aura jamais de tribunal de Nuremberg,
pour les activités esthétiques, artistiques ou intellectuelles. Ben, c'est bien dommage, et puis on ne sait pas, peut-être que dans 10 siècles, si la planète n'est pas saccagée, ça se fera. Ça sera très dangereux, ce genre d'institution, mais enfin. Bon, il y a d'autres questions? Je veux dire, quand on voit des films comme ceux qu'on a cités, là, pour ne pas faire de cavalcade, c'est que justement, on est triste, et on se dit, nom de Dieu, encore un film dont on ne pourra pas être jaloux. Enfin, moi, mon rêve, ça serait qu'il y ait 30 personnes autour de nous qui fassent des films dont on puisse être jaloux, vraiment profondément jaloux, parce qu'on se dirait, nom de Dieu, ils ont plus de courage que nous, ils vont plus loin. Est-ce qu'il y a un niveau où le sacrifice à l'argent est respectable plus qu'un autre? Oh, je ne sais pas. Non, je vous dis ça parce qu'à propos de carrière, je veux dire, Wim Wenders fait un film, dit de manière carriériste, de façon à assurer la production de son film suivant. Oui, il y a un niveau respectable, c'est Lubitsch, par exemple. Ce monsieur-là a fait des films pour pouvoir continuer à en faire, mais il l'a fait d'une manière... ça, c'est des produits profondément commerciaux. En quoi elle était respectable? Dans tous les films de Lubitsch, tous, sans exception. Là, En quoi? Ben, d'abord, c'est qu'il travaillait, qu'il ne prenait pas les gens pour des cons, il ne méprisait pas le public, ni lui-même, ni son propre métier ou artisanat. Et Lubitsch, c'est le monsieur qui disait, pour qu'un film soit intéressant, il faut qu'il y ait là-dedans un minimum d'1 an de travail. Bon. Et quand Lubitsch disait un minimum d'1 an de travail, c'était pas un homme paresseux, et il travaillait avec une équipe, et il avait un brain trust et tout ça, c'était un travail sérieux, il ne travaillait pas 2 heures par semaine. Un film n'a jamais consisté en foutre plein la vue. Ça consistait premièrement à voir ce qu'on montrait. Deuxièmement, pour montrer quelque chose, il faut pas pratiquer l'inflation, sinon on ne voit plus rien de nouveau. Et, bon, alors, prenez un film qui est exactement un film qui d'ailleurs que peu de gens aiment, mais qui s'appelle Soigne ta droite. Soigne ta droite. Bon, ben, soigne ta droite, par hasard, ou peut-être pas par hasard, mais c'est vraiment l'anti sous le ciel de Berlin. Je regrette. Le ciel au-dessus de Berlin. Parce que là, il y a un effort de concentration, c'est le contraire. C'est pas des armées qui se déploient sur une campagne et la piétinent. Le ciel au-dessus de Berlin, c'est une armée qui se déploie dans la campagne et la piétine. Voilà. Bon, est-ce qu'il y a d'autres questions là dans ces grandes affaires? Parce que là, on est vraiment à un niveau... on est en train de jongler avec l'avenir de l'humanité. Oui. Il y a des choses que j'aimerais savoir. Je vous ai entendu il y a plus de 20 ans à Lausanne, lorsque vous étiez venu présenter Lichtforce dans un montage qui ne vous satisfaisait pas encore. Et vous aviez parlé précisément du montage en disant que tout effet de montage était de la pornographie. Enfin, tout effet de montage, c'est de la pornographie. J'étais aussi fanatique que ça, c'est vrai. C'est affreux. Depuis, vous avez continué votre travail. Mais excusez-moi, il y a 20 ans, qu'est-ce qu'on avait fait comme film à ce moment-là? Comment? Nicht Verzoen, c'est le film où il y a le plus de montage. Vous avez changé effet. Vous avez employé le mot pornographique. Mais pas à propos du montage, j'ai sûrement pas dit tout effet de montage est pornographique, c'est pas possible. Rien, ce que tout le monde qui fait des films pense du montage. Mais j'ai sûrement jamais dit que tout effet de montage ou tout montage était pornographie, c'est pas possible. Surtout pas juste après avoir fait Nicht Verzoen, qui est le film de nous où il y a le plus de jonglerie temporelle et de plans courts, et où il y a 147 plans sur moins d'1 heure. Enfin, c'est pas possible
des gens qui avaient fait un film de 147 plans sur moins d'1 heure viennent dire tout effet de montage est pornographique, enfin, non. Puis enfin, j'avais un rapport amour-haine avec Eisenstein dans ce temps-là, qui n'a pas tellement changé. Et je ne vois pas pourquoi j'aurais traité ce pauvre Eisenstein de pornographe. Et puis enfin, c'était l'époque où je découvrais que finalement, le monteur le plus précis de l'histoire du cinéma, c'était Chaplin, quand il faisait des films d'une bobine. Enfin, Jean-Marie, il y a quand même des effets de montage dégueulasses, quoi. Enfin, ne jouons pas sur les mots, ça existe. Ah, bah oui, mais il y a des effets de montage dégueulasses, mais je vois pas pourquoi on dirait le montage, c'est de la pornographie, en général, comme ça. Qu'il y ait des effets de montage dégueulasses, naturellement, si c'est des effets, c'est dégueulasse. Un effet, si c'est là pour être un effet, ça ne peut être que dégueulasse. C'est pas, le montage, c'est pas ça, ça consiste à... Bon, je ne sais pas, ça dépend. Ça consiste à avoir le courage de couper jusqu'à un demi-photogramme en 35 mm. À ce moment-là, il faut en revenir même à Chabrol et dire, quand moi je vois certains films, il disait, j'ai l'impression qu'il y a 5 mètres ou 10 mètres de trop avant et à la fin de chaque plan. Ça, c'est le montage, ça commence comme ça avant d'en arriver à Eisenstein et tout ça. Je veux dire qu'il faut à un certain moment, si on montre en particulier une action, avoir le courage d'abord, premièrement, avoir découvert ce qui se passe dans la vie. Fritz Lang avait découvert qu'un regard, c'était 8 photogrammes, pas plus. Bon, peut-être c'est seulement 6, j'en sais rien. Ça dépend des cas et des situations. Un petit doigt, pas quelqu'un qui regarde, ça peut être 3 minutes, mais un regard. Si j'ai les yeux baissés, que je vous entends parler, que je relève le regard, si dans un film c'est plus long que 8 photogrammes, eh bien c'est que le film n'est pas monté. Parce que si je veux passer à vous, après mon regard, ou à quelque chose qui est devant moi, c'est-à-dire à ce qui a été regardé, eh bien au-delà de 8 photogrammes, c'est pas monté. Parce qu'à ce moment-là, c'est plus le regard, ou alors si c'est prolongé, c'est qu'on ne va pas couper sur ce que ce monsieur qu'on voit regarder ou qui a regardé regarde, mais on continue à contempler le monsieur qui regarde. C'est autre chose. Et à ce moment-là, il faut s'en sortir, parce qu'au moment où on coupera, ça ne sera plus une coupure de ce qui a été vu ou regardé, ça sera une coupure qui, ayant été différée, ou mal montée, ou bien arrivera comme un cheveu sur la soupe, ou bien sera autre chose. Sera, je ne sais pas quoi, de nouveau quelqu'un qui regarde le contemplateur. Ah, c'est elle la monteuse, alors vous devriez lui poser la question à elle. Hein. Non, il faut trouver le moment où on peut accorder le son et l'image. Ça, il faut chercher. On le trouve toujours, mais des fois, il faut chercher longtemps. Si je fais ça, eh bien, quand ça a eu lieu, ça, c'est 8 photogrammes, pas plus, peut-être même seulement 6. C'est en ça que le montage muet et le montage d'un film tourné avec du son, c'est quand même différent. Et c'est en ça que c'est plus difficile de retrouver l'abstraction avec les films sonores qu'avec les films muets. C'est pour ça que le cinéma muet, qui était arrivé à un degré d'abstraction extraordinaire, tout a été foutu par terre au moment où le sonore est arrivé, parce que ça a été à nouveau un alibi pour la paresse de 80-90% des... Oh, disons 99% des cinéastes, soyons. De nos jours, c'est en tout cas 99%. À l'époque, c'était peut-être seulement 75%, mais maintenant, c'est 99%. Je vais vous demander quelle définition vous pourriez donner justement d'un effet de montage. Qu'est-ce que c'est qu'un effet de montage? Oh, je suis incapable comme ça non, je ne sais pas vraiment. J'en sais rien. Il suffirait de voir n'importe quelle merde, et puis c'est pas... Là où il se voit, là où le montage est visible. Mais non, le montage c'est fait pour que ça se voit, et pour que ça se sente, et violemment dans certains cas, ou tendrement dans d'autres. Non, en fait, non, je ne suis pas...
un puritain, ni un calviniste, ni quoi. Non, 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 non. Écoutez, le début comment ça s'appelle, le film en Amérique, là Quoi Paris, Texas? Oui, le début de Paris, Texas. Oui, ça, c'est vraiment... C'est des effets de montage. C'est pire que n'importe quel film publicitaire, ça. C'est pire que n'importe quel clip de bas étage. L'oiseau qu'on voit sur un rocher, le mec qui marche là dans le désert et tout ça, voilà un exemple. Ça, c'est un exemple de choses faites par un jeune homme qui est parfaitement respectable dans la vie et que j'aime bien, d'ailleurs, que je connais bien. Mais quand je vois ça, j'ai honte. J'ai honte pour lui et j'ai honte pour moi, et en tant que collègue, j'ai honte et je me dis, voilà un film qui va encore faire rétrograder le cinéma et la sensibilité des gens qui le verront de 30 ans, voilà, c'est tout. Et quand arriveront des films de, je sais pas qui, de Rivette, de Godard, de Moulet, ou quand ils reverront le maître du logis, ben ces gens-là ne seront plus capables de voir le maître du logis si ils ont joui en voyant la première séquence de Paris, Texas. Je regrette. C'est la volonté de se faire remarquer et de pouvoir continuer à faire des films, c'est-à-dire, c'est quelqu'un qui veut faire une carrière, c'est tout. Quand je vois le film même d'un ami et que je me dis, nom de Dieu, il a envie de faire encore un film après celui-là et que ça se sent dès le deuxième plan, justement à la première coupure, comme dans... Der Himmel über Berlin, qui s'appelle en France Les ailes du désir, titre inventé par M. Dauman, eh bien, je me dis, hélas, c'est tout, hélas. Je sais pas, prenez Zazie dans le métro, voilà, Zazie dans le métro, voilà. Ça, c'est un film qui m'a rendu malade pendant plusieurs semaines, et je ne suis pas le seul. J'ai vu Rivette 5 ans après, que je n'avais pas vu pendant 10 ans, et ben j'ai appris qu'il avait été malade aussi pendant plusieurs semaines, après avoir vu Zazie dans le métro. Mais malade physiquement, enfin physiquement, voilà. Voilà. Voilà un exemple. Ce qui ne veut pas dire que Louis Malle est un monsieur à acheter aux orties ou à brûler en place publique. Je veux dire, j'en sais rien. Calcutta, c'était un film intéressant. Je tentais de demander comment vous travaillez ensemble. Parce que là, on vous voit tous les deux, signez les deux. Comment ça se passe? Oui, mais ce qui est rigolo, c'est qu'on l'a fait depuis le début. Simplement, on a toujours écrit un film d'eux et nos deux noms. Maintenant, je m'amuse à la mettre devant, elle veut pas. Mais à la limite, elle aimerait mieux ne même pas être nommée. Mais ça n'est que depuis qu'il y a une petite mode féministe que partout on écrit les deux noms. Mais c'était dès le début comme ça, simplement dans l'histoire jeune, parce que les Allemands à l'époque, ils avaient oublié ce que c'était qu'un auteur de film, et que les producteurs, les caméramans, les opérateurs faisaient beaucoup de choses dans un film, beaucoup trop de choses, qui s'imposaient ou suggéraient au metteur en scène. On a affirmé qu'il y avait là, c'était écrit Régis, Jean-Marie Straub. Régis, c'est une parole affreuse, c'est encore pire que metteur en scène ou réalisateur. Bon, alors là, il y a eu un malentendu, mais c'était quand même écrit un film de Daniel Huillet, Jean-Marie Straub, Daniel Huillet. Comment bon, je sais pas, on s'engueule pas mal. Hein. C'est tout. Comment on travaille ensemble? On vit ensemble. Hein, ouais. Moi, je peux vous dire que j'aurais jamais fait 1 mètre de film si elle n'était pas là. Même pas un demi-court-métrage. En fait, premièrement parce que je ne m'intéresse pas assez à moi-même et que j'avais besoin de quelqu'un qui s'intéressait à ce que je faisais. Un peu. Et je trouve qu'elle s'y intéressait. Et parce que je suis trop paresseux que j'avais besoin de quelqu'un qui me pousse un peu au cul. Et voilà, et parce qu'elle m'a aidé à tenir le coup pendant 11 ans où j'étais condamné à un an de tôle, parce que... Ouais.
Qu'est-ce qu'il faut dire encore? Je peux vous dire que ce qu'il y a de pire, c'est le montage, et c'est même pas le montage, c'est le choix des prises. Parce que ça se produit après un tournage, on est tous les deux fatigués, où on est enfermé dans une petite pièce dans le noir, généralement après avoir été dehors, parce que quand même, mis bout à bout, il doit y avoir beaucoup plus de mètres de pellicule imprimée, tournée dehors que tournée dedans dans nos films. Alors c'est un choc rude, et puis parce que choisir les prises, c'est toujours, c'est quand même un arrachement, alors que le montage, bon, bah, c'est une question de patience et de savoir voir et écouter, mais choisir, c'est difficile. Alors parfois c'est violent. Mais c'est encore plus violent qu'est-ce qu'elle dit, parce que moi j'ai pas le droit de presser sur un bouton. Une fois pour toutes, elle a décidé qu'il valait mieux que ce soit une personne qui le fasse. C'est tout. Alors il faut que toujours je sois un peu à distance, parce que si je suis trop près de la table, elle dit que ça la fait trembler la table. Puis encore, elle s'occupe presque toute seule de l'organisation, de savoir dans quel ordre on va tourner tout ça, combien ça va coûter, combien de semaines on va tourner, etc. Ensuite, on s'engueule là-dessus. Pour ce qui est des derniers temps, c'est moi qui fais le travail tout seul sur le papier, de savoir l'abstraction d'un espace et puis comment une affaire est vue dans l'abstrait et découpée selon quel rythme, grosso modo. Et après, on s'engueule là-dessus. Avant, on s'engueulait déjà pendant ce travail-là. Et puis, je sais pas... C'est mieux aussi parce que généralement, on ne désespère pas ensemble à deux, alors que ça fait... Oui, mais c'est rude parce que quand il y en a un qui est par terre, complètement détruit, déprimé et tout, l'autre est plein d'enthousiasme et je pense. Et puis après, c'est l'inverse. Hein. Et comme vous voyez, elle prétend qu'elle a un privilège, c'est de ne pas parler dans les interviews, dans les entretiens. Et que je parle bien assez. Et que...